Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonsoir. Alors, Bienvenue dans ce 65e webinaire de la PPEA. On vous accueille ce soir nombreux sur la question d'aujourd'hui qui va nous intéresser. On va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle et de la psychologie. Je laisse chacun rentrer dans la salle et puis vous nous indiquez à chaque fois pour beaucoup vos lieux de connexion, ce qui est toujours hyper intéressant de voir que vous venez d'un peu toute la planète. Voilà. Les gens de Londres qui sont avec nous, Côte d'Ivoire, Waterloo. Ça va plus parler à notre invité de ce soir. Tunisie, du Québec, de Strasbourg, de la Réunion, Turquie, je vois. Bonsoir à tous. Bonjour ou bonsoir du coup, en fonction de où vous nous regardez. Nancy, Mantes-la-Jolie, Hauts-de-France, Guyane. Ouais, c'est très éclectique, c'est très diversifié ce soir. Très chouette. Et ben, on va pouvoir commencer tranquillement le temps que tout le monde arrive. Donc aujourd'hui, on va traiter de cette question de l'intelligence artificielle en psychologie. L'intelligence artificielle, c'est en ce moment au cœur de nombreuses réflexions morales dans à peu près tous les champs de nos vies. Alors, si la question de l'IA nous paraissait lointaine il y a encore 3 ans dans le grand public, l'arrivée en novembre 2022 sur le marché du modèle de langage GPT 3.5 a rendu soudainement visible un champ qu'on n'imaginait pas. Bien avant le succès des IA conversationnelles qu'on connaît aujourd'hui, des chercheuses et des chercheurs œuvraient déjà à envisager les nécessaires règles éthiques à envisager lorsque l'IA permettrait de nous aider dans nos champs de la psychologie, de la psychopathologie, de la détection des troubles mentaux, voire de l'usage de cette technologie dans le soin psychique. Alors, ces possibilités posent la question de l'éthique et de la déontologie de leurs usages actuels et à venir. Quelles recommandations sont faites? Quelles lignes de conduite existent pour celles et ceux qui construisent l'usage que les professionnels de la santé mentale en font pour les grands et les petits? L'IA peut-elle aujourd'hui, prétendre à détecter des états mentaux qui doivent alerter? Pour répondre à ces questions, ce soir, nous recevons Karl Maria Mörsch, qui est psychologue diplômé en France. Puis, Karl, tu es parti au Québec où tu as réalisé un gros travail de recherche à l'UQAM qui t'a permis d'être diplômé d'un doctorat en psychologie en 2019 avec une thèse sur le thème Big Data, intelligence artificielle et prévention du suicide. Tu as travaillé pendant un an en postdoc avec le professeur Marc-Antoine Dillac à Montréal sur la conception d'outils éthiques pour les développeurs en intelligence artificielle. Tu as quitté le Québec pour la Belgique et depuis 2020, tu es co-directeur de l'Institut FARI, AI for the Common Good Institute, qui est une initiative indépendante à but non lucratif dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est menée par la Vrije Universiteit Bruxelles, je le prononce probablement très mal, et l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, qui rassemble plus de 300 chercheurs donc, sur ces questions. Tu es également professeur associé à l'UQAM au département de psychologie et tu es membre du AI Ethics Law and Board de l'AI for Belgium. Et voilà, on va donc aujourd'hui, tu vas nous présenter un petit peu ce thème-là. Alors, ce webinaire, pour rappeler, était enregistré. Il sera accessible en replay dès demain sur le site de la PPEA. Et vous aurez également accès au PDF du support PowerPoint de ce soir avec la bibliographie, les éléments que Karl Maria nous mettra à disposition. On vous rappelle que nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation ou de suivi lors de ces webinaires gratuits. Si vraiment vous avez besoin d'une attestation, vous pouvez, si nécessaire, enregistrer le mail à info de connexion ou faire une capture ou faire une capture d'écran durant le webinaire pour bien attester que vous avez participé à ce webinaire. Vos remarques, vos commentaires professionnels et vos questions aux intervenants, à l'intervenant de ce soir, qui sont à écrire dans le volet discussion, chat en bas lors de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme d'habitude, on fera une reprise de toutes vos questions à la fin, sur les 15 dernières minutes, par nos rapporteurs ce soir, Katia Thériault et Théodore de Mascarel, qui nous présenteront les questions
Et voilà. Assurez-vous bien, lorsque vous écrivez dans la fenêtre de discussion, que vos messages sont bien adressés à tout le monde et non juste aux tes panélistes. Sinon, tout le monde ne peut pas avoir un peu les questions et puis il peut y avoir des doublons. C'est moins pratique et puis ça permet à chacun d'avoir vos remarques. Et ben, je crois que j'ai fait le tour, donc du coup, je vais laisser Karl faire, reprendre la main sur le partage d'écran pour diffuser et nous passons la parole. Bonjour tout le monde, je suis très content d'avoir été invité par l'équipe de la PPEA pour présenter un peu mon travail, puis aussi un peu une présentation plus large de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, comment est-ce que ça a un lien avec la psychologie. Je vais essayer aussi de vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut comprendre quelques-unes des utilisations actuelles qui en sont faites. Et après, j'aimerais finir un peu en vous présentant quels sont quelques risques éthiques, déontologiques ou légaux qu'on peut envisager avec tout ça. Et pour moi, c'est un peu un retour aux sources, voilà, pouvoir faire une présentation à la PPEA. Donc, merci à toute l'équipe. La première chose que je voulais essayer d'introduire, c'était qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et essayer de mettre un peu un vocabulaire commun où on se comprend tous sur qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle et essayer de regarder un peu quelques petites définitions. Vous avez peut-être entendu parler d'intelligence artificielle beaucoup dans les dernières années, mais si on regarde un petit peu l'histoire de la discipline au sens large, on peut dire que ça a vraiment, entre guillemets, commencé publiquement en 1955 avec ce chercheur John McCarthy qui avait dit, voilà, pour lui, l'intelligence artificielle et tout un ensemble de chercheurs, c'était la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes. Il y avait, avec le développement de l'informatique à l'époque, cet espoir d'essayer de construire des machines qui pourraient performer, raisonner ou se rapprocher de ce que les humains font. Mais aujourd'hui, et en 2025, on regarde un peu une autre définition de qu'est-ce que c'est pour l'Union européenne l'intelligence artificielle, et on voit un portrait qui a évolué pas mal. L'intelligence artificielle, ça représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité. On voit ainsi que pour une institution qui n'est pas nécessairement connue pour être particulièrement facétieuse, l'Union européenne ou créative, ils vont mettre en place une définition qui est censée être communément acceptée à travers les différents textes de loi, les différents efforts un petit peu de régulation, en mettant en lien voilà, une discipline des sciences informatiques avec des choses que pour vous, en professionnel de la petite enfance, aussi de l'évaluation psychométrique, va peut-être faire aussi écho à ce que vous connaissez déjà. L'histoire, en fait, elle commence, on le dit souvent, voilà, par un peu aussi ce fameux Turing, qui était ce scientifique britannique. Et il y avait eu ce fameux test de Turing, c'est-à-dire savoir est-ce que je parle à une machine ou pas. Et il y avait un peu donc ce premier éclosion d'intérêt sur ces systèmes informatiques qui pourraient essayer un peu de duper les humains, mais aussi de faire des choses que les humains étaient capables de faire. Il y a eu une grande conférence qui a été vraiment fondatrice, qui était la conférence à l'Université Dartmouth, et qui a vraiment lancé un petit peu un regain d'intérêt fort sur une discipline qui était encore très naissante. On voit ensuite quelques petits jalons importants, comme l'invention voilà, d'un des premiers algorithmes assez performants. Le MIT, cette université aux États-Unis, qui aussi lance son premier laboratoire en intelligence artificielle dès 1959. Donc on voit que la discipline s'institutionnalise assez rapidement après cette première conférence. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est, mais on a les premiers algorithmes d'apprentissage profond, c'est-à-dire la capacité des machines à pouvoir aussi apprendre de façon de moins en moins supervisée aussi par des humains sur de plus en plus d'informations. Et donc 1965, ça fait quand même aujourd'hui un bon nombre d'années, et on voit que la discipline est quand même inscrite dans la durée. Mais en 1973, il a commencé à y avoir aussi un premier élan de remise en question de est-ce que l'IA répond un peu à toute un peu la hype et l'attrait qu'il y avait autour de ça. Et ce rapport est assez sévère et dit voilà, que l'intelligence artificielle, en tout cas, pas forcément rencontré toutes les attentes très nombreuses.
Et quelque chose qui est très intéressant quand vous lisez les premiers articles de presse autour de toute la question de l'intelligence artificielle, on voit qu'il y avait beaucoup d'espoir et immédiatement aussi beaucoup de questionnements éthiques. Et donc la naissance de la discipline, bien que très ancrée dans les sciences informatiques, était aussi tout de suite accompagnée de gros questionnements sur qu'est-ce que ça veut dire d'interagir avec les humains, l'intelligence, les risques que ça peut comporter. Ensuite, on est entré dans ce qu'on a appelé une phase d'hiver assez longue. Les dates ne sont pas évidemment très précises, mais c'est-à-dire une perte d'intérêt assez complète pour l'intelligence artificielle. Pas pour l'informatique ou le digital, bien sûr, mais pour la discipline de l'intelligence artificielle, ça semblait comme quelque chose d'un peu une sorte d'excès d'attention autour de la discipline. Mais on a commencé à voir des choses qui se passaient, comme la première voiture autonome de Google, tout un ensemble d'événements qui ont commencé à relancer une machine très forte d'intérêt sur cette discipline. Siri était un exemple, et puis très récemment, je pense qu'il faut avoir vécu sous une pierre pour ne pas avoir entendu parler de tous ces fameux modèles de langage, ChatGPT évidemment, ou Mistral plus récemment en France. Bon, c'est un champ technologique assez vaste et quand on demande justement à des scientifiques d'essayer de nous dire qu'est-ce qu'on recoupe exactement sous intelligence artificielle, ça va vraiment souvent englober beaucoup de choses très variées. Et c'est un peu un point que je veux que vous reteniez pour ce soir, c'est que sous intelligence artificielle, on met tout un ensemble de techniques, de disciplines, de sous-disciplines très variées. Et donc c'est un champ complexe et intelligence artificielle, de l'aveu même de son créateur John McCarthy. Il avait créé le concept en 1956, un peu avec un peu d'ironie, en se disant, je veux chercher un terme accrocheur pour ma discipline, parce que sinon personne ne s'y intéresse. Et donc il y avait une forme d'ironie déjà dans la naissance de la discipline, et une conscience que l'intelligence artificielle, c'est plus complexe que juste ce que le mot laisse entendre parler. Il y a deux formes quand même qu'on peut dire un peu basiquement d'intelligence artificielle. Il y a celle qu'on appelle l'intelligence artificielle classique, qui est basée un peu sur des connaissances, c'est-à-dire que, et aussi des règles que vous allez programmer. Euh, Ici, l'IA classique, c'est par exemple comment est-ce que vous pouvez faire un système qui distingue très précisément qu'est-ce que c'est une pomme d'une banane. Vous allez lui donner tout un ensemble d'images que vous allez très clairement labelliser en précisant de plus en plus les détails et caractéristiques pour laisser le moins possible de place à l'imagination ou aux erreurs et d'être le plus capable de pouvoir distinguer des formes ensemble. Mais progressivement, vous en avez peut-être entendu parler, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Et l'apprentissage machine est la capacité de systèmes d'intelligence artificielle, de systèmes informatiques, d'apprendre avec des plus grands degrés d'autonomie par eux-mêmes à partir d'un nombre de données qu'on leur soumet avec moins d'instructions d'humains. Il y a des phases qu'on appelle d'entraînement, c'est-à-dire que vous allez essayer quand même de circonscrire un peu les données, les tâches et ensuite d'essayer de vous assurer dans des phases d'entraînement que votre machine fait ce que vous espérez qu'elle fasse. Mais on ne va pas tout mettre dans un système de règles, de contraintes, et on va laisser le système beaucoup plus capable de pouvoir apprendre de lui-même. Cette forme d'intelligence artificielle a pris beaucoup d'essor récemment, car on a beaucoup plus de données, on a beaucoup plus de puissance de calcul, et les machines sont donc capables de faire des choses plus complexes. Quand on me demande, voilà, à quoi est-ce que l'IA est bonne, et là je voulais remercier aussi ma collègue Nassima, qui est chercheuse en IA aussi, à faire un peu ce répertoire de à quoi est-ce que l'IA ressemble. On a plusieurs tâches, comme l'automatisation de tâches très répétitives, où l'IA peut être très bonne si bien entraînée, être en mesure de repérer, par exemple, dans une facture, dans une lettre, tout un ensemble de choses assez normées, d'extraire l'information et d'être ensuite capable de pouvoir le retranscrire, par exemple, via une interface chatbot. Mais quelque chose qui a beaucoup évolué aussi, c'est les capacités, à mesure qu'on nourrit ces systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus d'informations, d'être en mesure de faire, entre guillemets, de la prédiction, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper tout un ensemble de choses. Et ici, un des modèles qui ont fait beaucoup de bruit récemment, c'est aussi des prédictions du climat qui sont de plus en plus précises par des systèmes d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'il le fait? À partir de données historiques, et il va pouvoir être en mesure de repérer des schémas récurrents
de pouvoir opérer tout un ensemble aussi de formes à travers les données et de tendances. Vous avez peut-être ensuite entendu parler aussi, par exemple, ce qu'on appelait le premier prix Nobel d'intelligence artificielle, qui était voilà, des chercheurs de DeepMind, qui est une entité liée à Google, mais qui est l'entité recherche, qui avait travaillé, par exemple, sur les prédictions des formes de protéines, comment est-ce qu'elles peuvent évoluer. Et ça a été un progrès gigantesque en médecine, qui a été en grosse partie possible dû à des algorithmes très sophistiqués créé par les équipes de DeepMind. Donc, on l'appelle, il n'y a pas de prix Nobel en sciences informatiques, mais on a dit, voilà, c'était un peu la première fois que l'intelligence artificielle jouait un rôle déterminant dans un prix Nobel. Ensuite, la forme la plus récente d'intelligence artificielle que vous connaissez beaucoup, avec laquelle vous jouez peut-être, c'est aussi l'IA générative, qui peut être aussi associée à ce qu'on a appelé les deepfakes. Donc la génération d'images, la génération de textes, la génération de sons, de vidéos, est de plus en plus performante, avec par exemple Sora 2 très récemment. On voit des progrès colossaux en l'espace de finalement très peu de temps. Mais de quoi est-ce qu'elle a besoin, l'IA? Elle a besoin de données, un corps de données. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Il y a des versions un petit peu adaptées sur c'est quoi la hiérarchie des besoins en matière d'intelligence artificielle et de sciences des données. Et on peut voir qu'à la base, c'est la collecte de données qui est vraiment très importante. Ces données, je vais vous en montrer quelques exemples, mais peuvent être de nature très très différente, mais elles doivent être collectées, par exemple de réseaux sociaux. Elles doivent être traitées, c'est-à-dire aussi, par exemple, nettoyées, transformées, agrégées ensemble, et le tout afin de permettre des analyses et ce dont j'ai parlé un petit peu rapidement, de l'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle. Maintenant, et on va se rapprocher à quoi ça ressemble en psychologie, puis c'est quoi le lien avec la psychologie, on voit que les données peuvent venir de beaucoup de sources différentes. Et je ne vais pas rentrer dans les distinctions, mais il y a les données, les métadonnées, c'est-à-dire les informations sur les informations. Par exemple, un email, c'est une donnée, et l'heure à laquelle c'est envoyé, une métadonnée. Toutes ces caractéristiques, informations peuvent venir de sources très variées comme nos téléphones portables, nos objets connectés, les applications qu'on utilise, toutes les campagnes aussi, et données qui sont chez les pouvoirs publics, comme par exemple Santé publique France, voire même les réseaux sociaux comme TikTok. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle déferlante d'IA aujourd'hui? Assez simplement parce que les moyens technologiques permettent de fournir de plus en plus de capacités de calcul. Vous avez peut-être entendu parler de NVIDIA qui a voilà, maîtrisé et poussé très loin la maîtrise de matériel informatique qui permet de pouvoir faire beaucoup de calculs en simultané et de pouvoir ainsi répondre à la demande d'algorithmes qui sont de plus en plus gourmands en ressources. Et aussi quelque chose qui vient avec, c'est à mesure que ces capacités d'analyse se multiplient, il y a aussi la capacité de stockage des données. Et donc les données collectées sont de plus en plus nombreuses, les capacités de les conserver aussi, et on observe une multiplication croissante des sources d'informations et des moyens de les conserver. Ce qui peut poser tout un ensemble d'enjeux, on va les voir. Maintenant, vous allez me dire quels sont un peu les liens avec la psychologie et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à m'écouter. En fait, la psychologie, c'est une des disciplines très influentes dans le développement de l'intelligence artificielle. Quand on regarde un petit peu un schéma qu'on pourrait faire, la philosophie, linguistique, neurosciences, psychologie sont un ensemble voilà, de disciplines qui ont vraiment nourri les questionnements sur qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, et plus avant même voir ces méthodes. Les mathématiques, ça semble assez évident, sont évidemment à la base de beaucoup de l'algorithmie. Et l'informatique, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, est évidemment la base essentielle de l'intelligence artificielle comme champ d'étude. Maintenant, un exemple très concret de lien très fort dès les débuts, c'est un des premiers systèmes d'intelligence artificielle avec une interface aussi qui a eu pas mal de succès. C'était un chatbot qui s'appelait Eliza ou Elisa. Et ce chatbot avait été créé en 1966 par un chercheur du MIT et était un premier thérapeute virtuel. Et ce qui était très intéressant, c'était qu'on a déjà commencé à parler à l'époque d'effet ELISA, c'est-à-dire des patients ou des gens qui se mettaient à interagir avec ce chatbot, à nourrir aussi une relation
quasi thérapeutique avec un système d'intelligence artificielle qui n'est pas humain. C'était, entre guillemets, assez rudimentaire par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais on voit aujourd'hui que, il y a eu toute une naissance dès les débuts de l'intelligence artificielle de questionnements autour de, tiens, est-ce que ça pourrait pas être utilisé même à des fins thérapeutiques? Et on voit que la psychologie, c'est un terrain d'études fascinant pour essayer de comprendre, tiens, comment est-ce que les gens, les individus réagissent quand ils sont mis en face de tels systèmes informatiques. Informatique et psychologie se répondent vraiment de façon très importante. Par exemple, ici, la psychologie cognitive ou les neurosciences ont historiquement pu inspirer et contribuer vraiment au développement de l'intelligence artificielle. Il y avait un mouvement qui s'appelle le connexionnisme dans les années 80 qui a même proposé voilà, l'idée de réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, c'est un champ disciplinaire de l'intelligence artificielle en apprentissage machine qui s'inspiraient directement des réseaux neuronaux biologiques du cerveau. Donc aujourd'hui, leur proposition a aussi beaucoup évolué, mais on voit que l'idée des connexionnistes, c'était les humains fonctionnent de cette façon. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'intégrer un peu de ces méthodes de raisonnement très efficaces et de les intégrer dans des systèmes informatiques? Donc ici, voilà Jay McClelland, qui était un des pères fondateurs de ce mouvement. Inversement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les sciences informatiques s'inspirent même aussi de concepts en psychologie comme très récemment l'intelligence fluide. Et donc pour beaucoup d'entre vous qui travaillent aussi sur tous les tests auprès notamment d'enfants, d'adolescents, c'est des concepts qui vous sont bien connus. C'est moins connu dans les sciences informatiques. Et François Chollet, un ancien de Google et de DeepMind, l'a mis au centre d'un test inspiré de la psychologie cognitive, basé autour de ce fameux concept d'intelligence générale, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les performances en matière de raisonnement, d'intelligence, de systèmes qui deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus performants. Et donc son idée, c'est essayer de regarder est-ce qu'on peut appliquer l'intelligence fluide pour les systèmes d'IA et regarder s'il y a une corrélation. Mais à mesure que l'IA se développe et se complexifie, on voit que la première définition que je vous ai donnée de McCarthy, elle était assez simple. Voilà, essayer de reproduire des choses qu'on assimile à de l'intelligence. Mais on voit que les systèmes aujourd'hui sont de plus en plus présents dans tous les appareils connectés qu'on a sur nous, dans tous les sites qu'on visite, dans les institutions publiques qu'on utilise. Et on voit des systèmes aussi capables de plus en plus d'autonomie. Et donc, ce sont des systèmes qui interagissent avec nous, qu'on le veuille ou non, de façon plus ou moins autonome et de façon continue. La question alors, c'est comment est-ce qu'on essaie de mieux cerner du point de vue théorique cette définition de l'intelligence? On parlait de systèmes qui étaient très raisonnement, des tâches assez segmentées. Là, on parle aujourd'hui de systèmes qui sont intégrés dans notre environnement, qui apprennent de notre environnement et s'adaptent. Et là, c'est les définitions de l'intelligence qui vont se rapprocher de plus en plus de modèles qu'on connaît, comme ceux de Piaget. Je vous donne une citation de Yoshua Bengio qui date d'il y a 2 ans, je crois sur l'intelligence. Et Yoshua Bengio est un des pères un peu du grand mouvement récent en matière d'apprentissage machine et qui est au Canada. Et il disait, l'intelligence est une capacité de prendre des bonnes décisions et de comprendre l'environnement qui nous entoure et de s'adapter continuellement. On voit ici que la frontière, encore une fois, entre psychologie et intelligence artificielle, elle est assez ténue et qu'il y a des liens qui se font dans les deux sens. À quoi ressemble le futur de l'intelligence artificielle quand on vous le demandait à des chercheurs, à des personnes qui sont en charge aussi de la régulation? On voit que l'optimisme ne règne pas forcément, voire pas du tout, mais qu'il y a quand même des questions aussi du point de vue technique, scientifique, assez passionnantes. Et la psychologie est un sorte d'allié naturel pour essayer d'aller plus en profondeur sur ces questions. Je vous donne 2 exemples. Est-ce que l'IA peut atteindre un niveau de conscience? Il y a un chercheur, par exemple, ici à Bruxelles, où je suis, Axel Clermont, c'est l'Université libre de Bruxelles, qui travaille beaucoup aussi sur ces questions. Et on voit que penser des systèmes d'intelligence qui sont artificiels, qui sont dotés d'une représentation de soi, c'est quelque chose qui peut sembler de la science-fiction, sur lequel des sociétés vont mettre aussi énormément d'argent, d'énergie pour essayer d'aller dans ce sens-là. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Imminemment, peut-être pas. Pour autant, c'est important d'essayer de comprendre comment est-ce que nous, comme société, on devrait agir, réagir, quelles sont les règles qu'on devrait mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'interagir avec un système qui a une conscience et qui n'est pas humain?
Le deuxième, c'est évidemment revenir un peu sur l'intelligence plus performative, mais est-ce que l'IA peut être capable d'atteindre un niveau d'intelligence équivalent ou supérieur aux humains? Aujourd'hui, on se doute bien que beaucoup de systèmes d'IA sont capables d'analyser beaucoup plus de données que nous, humains, on ne sera jamais en mesure de le faire. Mais il y a quand même une différence. Les humains sont capables de pouvoir performer très bien dans beaucoup de tâches simultanées, de pouvoir comprendre du contexte, de l'environnement, et donc d'avoir un niveau finalement de sophistication de nos tâches, de nos performances que les systèmes d'IA actuels n'ont pas. Euh, et on l'appelle parfois quand même IA générale, cet état de l'intelligence artificielle qui atteindrait ce seuil où il serait capable de comprendre l'environnement, d'être aussi capable de pouvoir performer dans beaucoup de domaines différents et de tâches différentes. Je vous mets ici un rapport qui existe aussi en français sur AI Safety Report, donc le rapport un peu sur la sécurité de l'intelligence artificielle, qui vient rappeler un peu des débats quasiment sur le nucléaire, à savoir quels sont les garde-fous qu'on devrait mettre en place pour faire face à une intelligence générale capable de prendre des décisions autonomes, d'avoir un impact sur beaucoup d'individus, et aussi de gérer des systèmes qui auraient une forme de conscience. Donc, ce qui semblait de la science-fiction, et je vous l'aurais dit il y a 2 ans, aujourd'hui devient l'objet de rapports internationaux qui ne sont pas du tout dans une thématique drôle. Donc, on voit qu'il y a vraiment une question, un questionnement de fond. Du point de vue de la profession, comment est-ce que ça nous impacte? Ben, on voit qu'il y a toute une évolution de comportement chez les usagers à mesure qu'il y ait des outils basés sur l'intelligence artificielle. euh, Encore une fois, les agents conversationnels en sont une phase émergée de l'iceberg, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'outils, de plus en plus performants, et ça vient induire une évolution des comportements chez les usagers, une apparition de nouveaux usages chez les professionnels, des nouveaux outils qui peuvent être plus ou moins adaptés. Mais on voit aussi, et c'est quelque chose sur lequel je voudrais alerter, des mesures prises par les ordres, commissions et autres organismes en charge de réguler nos professions de psychologues ou de professionnels de santé à travers le monde. Je vous mets ici, par exemple, des avis et réactions de la commission des psychologues de Belgique, mettant, par exemple, de plus en plus d'avis sur qu'est-ce que c'est les faux psychologues générés par l'IA. Et on voit qu'on est passé de changements dans les pratiques à aussi une forme de régulation déontologique et essayer de comprendre comment est-ce qu'on doit cadrer leurs usages dans nos professions. Si je regarde un peu les tendances en ligne, je pense que vous le voyez tous. Est-ce que ChatGPT peut remplacer ton bilan psychologique? Je vous laisserai répondre, je ne vais pas rentrer dans un débat. On voit aussi des capteurs d'émotions basés sur l'intelligence artificielle. On peut discuter aussi très très longtemps de qu'est-ce que ça capte vraiment. On voit aussi que l'Association américaine de psychologie est aussi en train d'essayer de mieux cibler comment est-ce que ça impacte la profession de psychologue, quelles sont les nouvelles tendances et puis aussi quelles sont les adaptations au cadre de pratique qu'on devrait mettre en place. Il y a un dernier aspect aussi qui est très intéressant, je pense, dans l'apparition de toute nouvelle technologie, c'est que vous avez toujours une invention ou une émergence, si je ne dois pas mettre de terme jugeant, sur des nouveaux clusters diagnostiques un petit peu. Donc, c'est un phénomène assez récurrent. Et là, je vous donne un exemple. On voit récemment apparaître l'idée de psychose du chatbot. Donc, c'est un phénomène dans lequel des individus développeraient ou verraient s'aggraver des symptômes psychotiques tels que la paranoïa, les délires. Donc ça a une visée illustrative, mais c'est pour vous montrer que, et peut-être que ça va se consolider, mais avec le développement de toute technologie, on voit aussi tout un ensemble de réflexions diagnostiques, parfois excessifs, mais en tout cas à prendre en compte comme profession. Et maintenant, si je vous demande quels sont les usages qui sont faits vraiment au quotidien, j'ai repris par exemple cette synthèse que j'ai trouvée assez utile et que j'ai résumée un peu plus de l'Ordre des psychologues au Québec, disant aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle, elle s'intègre chez nous par plusieurs choses. L'automatisation clinique et administrative, c'est-à-dire que les systèmes d'IA peuvent gérer des rendez-vous, rédiger des notes, des rapports, corriger ou intégrer les résultats psychométriques. Il y a aussi l'aide à la décision en aidant par exemple cliniciens ou professionnels de santé en suggérant des diagnostics probables à partir de données, par exemple d'enregistrements audio. Je crois que vous avez eu une présentation et un webinaire là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Des recommandations thérapeutiques. Il y a même aussi des analyses des processus thérapeutiques qui peuvent exister, c'est-à-dire en observant des séances à partir d'enregistrements, analyser le contenu, produire des bilans ou des hypothèses diagnostiques.
Donc, c'est un mélange d'utilisation actuelle, d'utilisation en cours de développement et peut-être aussi pour la dernière partie, produire des bilans des hypothèses diagnostiques de qualité. On voit que ce sera évidemment un pas gigantesque à suivre. Je voulais vous montrer un exemple qui est celui que je connais bien de la prévention du suicide. Parce que en matière de psychologie, c'est évidemment un des endroits et un des moments où les enjeux sont les plus élevés, c'est-à-dire le moment où il y a un risque aussi pour la vie d'individus. Donc c'est un moment où on peut justifier l'utilisation de beaucoup d'outils si, dans certaines perspectives, on se dit que ça permet de sauver des vies. Donc, utiliser des systèmes d'IA pour essayer de repérer au plus possible tous les risques. Évidemment, ça peut se justifier dans un contexte de sauver une vie. Ça peut se discuter aussi. Mais c'est là où on va voir le plus de dilemmes éthiques. Et dans notre champ de la psychologie, c'est un endroit voilà, où on va voir que beaucoup de questionnements vont se poser. Les études des dernières années montrent en tout cas qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de maturité et d'efficacité assez probant pour pouvoir détecter le risque suicidaire à partir de données de nature assez variée, en particulier provenant de systèmes de santé, donc c'est-à-dire par exemple des dossiers de santé sur des individus avec des tests normés, calibrés, d'essayer justement de compiler toutes les informations qu'on possède. On voit aussi qu'en prévention du suicide, ce qui est intéressant, c'est que ça s'intègre aussi dans les pratiques des lignes d'intervention de crise. Déjà dès 2017, pendant que je finissais ma thèse, Crisis Text Line mettait déjà en place, et une société qui est très active, notamment en Amérique du Nord, un algorithme de triage des demandes pour faire remonter les risques plus élevés dans les lignes d'écoute par chat. Dans les lignes d'écoute de chat, les messages peuvent être très très nombreux. Je vous mets juste un exemple à droite. Et ce n'est pas un exemple d'échange SMS ou d'interface de chat, mais ça peut être énormément de messages par minute et l'intervenant peut perdre un peu le fil de la conversation. Et donc, il y a eu plusieurs tentatives d'essayer de faire des systèmes qui, à travers tous les textes, reviennent un peu en arrière, vont peut-être aller flaguer un message en disant attention, tu as peut-être loupé ce message et de regarder. Mais on voit aussi que aux États-Unis, où il y a eu ce qu'on pourrait appeler une épidémie de risques suicidaires, notamment chez les vétérans, il y avait un vrai besoin de formation supplémentaire. Et donc, un des outils d'IA était là pour aider un petit peu à mettre en situation les professionnels de santé en simulant des conversations avec des vétérans. Bon, je pense que c'est évidemment sûrement dans la tête de beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de craintes qui peuvent un peu émerger. Le premier, c'est un peu un manque de clarté. C'est quelque chose qui revient assez souvent chez des professionnels. Je vous ai mis un lien vers une étude, mais sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils IA de façon claire, de façon cadrée, déontologique, au niveau des risques. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur l'utilisation des données. Tous ces services en ligne peuvent aussi parfois mettre à disposition ces informations pour d'autres entités. Et c'est ce qui s'est passé très récemment avec notamment, par exemple, Crisis Text Line a donné à une société qui s'appelle Loris.ai, qui est liée à eux, tout un ensemble d'échanges. Ça pose des questions de vie privée, ça pose des questions aussi de secret professionnel. Et on se retrouve aujourd'hui dans une zone éthique, enfin, du point de vue éthique, médico-légal assez complexe. Ça pose aussi la question de la place du praticien à mesure qu'on a des systèmes de plus en plus autonomes. Je vous montre ici donc quelqu'un qui a été voilà, mon directeur de thèse, mais qui est un chercheur très connu au Québec et aussi international en prévention du suicide, Brian Michara, et qui disait, de façon assez simple, mais il se peut que les ordinateurs soient souvent aussi bons que les êtres humains pour déterminer le niveau de risque suicidaire, mais il faut un humain pour poser la question, pour demander à une personne à risque quelles sont ses intentions. Donc pour lui, il y a une complémentarité. Pour autant, évidemment, l'être humain et l'intervenant doit être bien formé et doit être mis en avant. Je vous mets ici une recommandation de pratique et je vous engage à aller voir la page de prévention suicide du Québec qui s'appelle suicide.ca a mis en page, par exemple, aussi tout un ensemble de recommandations pratiques sur qu'est-ce que c'est le risque d'interagir avec un chatbot quand on est en crise suicidaire. Et donc, il montre un peu les avantages, les inconvénients, mais il rappelle aussi tout un ensemble de choses très importantes que la plupart des chatbots avec qui des gens vont interagir n'ont pas de formation spécifique en prévention du suicide. L'évaluation du risque suicidaire n'est pas non plus contrôlée et normée.
La connaissance du contexte et des ressources locales est aussi souvent pas du tout ajustée. Et donc, c'est une page d'information publique qui répond à des questions de beaucoup de professionnels et aussi de parents et de personnes en détresse. Et il rappelle aussi voilà, que ChatGPT n'est pas conçu pour les moins de 13 ans. Donc, on voit qu'il y a aussi des pages comme ça avec un contenu très pédagogique qui sont mis en place pour essayer d'expliquer l'intelligence artificielle et prévention du suicide. Que faire? Je finirai sur les 5 minutes qui me restent sur la partie la plus aussi sensible qui sont comment est-ce qu'on peut encadrer toute cette évolution très très rapide de l'intelligence artificielle et l'impact que ça a sur beaucoup de professions, dont celle de psychologue. Il y a un peu un constat qu'il faut faire qui est que, en dépit de très très nombreuses déclarations éthiques, il y en a eu bien plus que 200 dans les 10 dernières années, de régulation en Europe en particulier, je vais vous en parler un petit peu. Le secteur de l'IA doit faire encore beaucoup mieux. On est dans un climat assez politique, un peu électrique aussi, avec beaucoup d'enjeux financiers, d'enjeux qui sont mis sur la table au niveau de sa régulation et qui montrent que voilà, il y a encore un certain nombre de risques qui ne sont pas assez encadrés. Beaucoup de produits basés sur l'IA intègrent que très peu, voire pas du tout de mesures de protection. Des gros acteurs comme OpenAI ont même promis de mettre en place plus de mesures de redirection en cas de message avec risque suicidaire, et ils le font de plus en plus. Mais tous les outils qui ne sont pas aussi sur le devant de la scène comme OpenAI ne sont pas du tout au même niveau. Je vous montre quelques exemples de risques que j'ai recensés. À mon avis aussi, du point de vue déontologique, ça pose beaucoup de questions. On voit beaucoup d'agents, par exemple conversationnels, qui promettent d'être toujours présents. C'est un peu le problème de Replica, qui est un outil qui a été assez de compagnon virtuel, qui a été mis sur le devant de la scène. Il y a beaucoup de pratiques thérapeutiques assez mal ajustées. Il y a une étude de Stanford qui s'était intéressée sur est-ce que ces chatbots sont des bons thérapeutes? Et on voit que du point de vue professionnel, c'est pas encore ça. Beaucoup aussi d'inquiétude vient, et je le voyais un article dans Le Monde aussi, sur les conseils psy que ça donne. Même s'il peut y avoir un triage d'informations qui peut être très intéressant, voire même un échange, et voire même des relations signifiantes pour les gens, on voit qu'il y a encore aussi des garde-fous à mettre en place. Ensuite, ces systèmes ont une tendance c'est aussi d'être très très anthropomorphisés tout en n'étant pas humains. Et aujourd'hui, dans les régulations, on met d'ailleurs en avant, il faut faire attention à ne pas prétendre qu'on est un humain quand on a un système d'intelligence artificielle et à ce que les développeurs l'intègrent bien. Et on voit aussi des cas comme, voilà, maintenant malheureusement aussi des incitations à des pratiques létales. Donc, je vous mets ici tout un ensemble un peu de références, aussi de guides éthiques. Et je vous montre un exemple parmi d'autres malheureux, mais qui sont celles de morts par suicide qui seraient liées à l'utilisation d'agents conversationnels. On voit quelques cas un peu tragiques qui montrent souvent, quand on ouvre un peu le capot de qu'est-ce qui s'est passé et on regarde l'historique de conversation, on voit qu'il y a des moments où l'individu est clairement en détresse et la réponse des agents conversationnels est soit très douteuse, soit très mal ajustée et il n'y a pas eu de redirection, par exemple. Je vous présenterai deux derniers enjeux parce que pour rendre hommage aussi voilà, à beaucoup de personnes au sein de la PPEA, il y a une mise en garde sur l'intelligence artificielle qui est peut-être moins regardée, mais qui est celle que l'IA se base beaucoup sur des formes de psychométrie. Et un modèle qui est très utilisé, c'est le modèle du Big Five, donc voilà, un des modèles de personnalité les plus diffusés. Pour autant, il est intégré dans la détection de beaucoup d'émotions sur Internet, ou voire pour des raisons commerciales ou pour des raisons de santé. Mais ce genre de modèle montre beaucoup de limites qui sont très utilisées parce qu'ils sont assez simples. Mais il y a vraiment un enjeu aujourd'hui qui est nos connaissances en psychologie, en psychométrie sont parfois un peu simplifiées et utilisées parfois à l'excès, voire même donnent lieu à des scandales. Et ici, je vous montre le scandale dont vous avez peut-être entendu parler de Cambridge Analytica, qui était une société qui, en 2014, avait fait un test de personnalité basé sur du travaux de Cambridge, que vous pouvez voir juste ici, et qui avait été transformé en petit test de personnalité rigolo sur Facebook, et qui avait permis d'établir un très grand nombre de profils de personnalité. Les données avaient été revendues à tout un ensemble de campagnes politiques, dont celle de Trump, sans l'aval de personne, et ça a provoqué un scandale très important. Et on voit des variantes un peu ici de dis quelle princesse, quelle serait ta princesse préférée ou quelle princesse es-tu. Donc derrière tous ces tests, il n'y a pas forcément des choses aussi dramatiques, mais ça montre que pour autant, il y a eu une vraie utilisation de connaissances en psychologie
sous des jours un peu cachés. Au final, aussi, avec quoi je veux que vous repartiez, eh bien, la loi européenne sur l'intelligence artificielle est arrivée et c'est quelque chose qui est important parce que c'est un document majeur qui régule vraiment ce domaine et ses applications. Elle est entrée en vigueur l'année dernière et il y a tout un ensemble de systèmes de risques qui sont mis aussi en avant et des systèmes d'IA qui interagissent avec des personnes physiques, génèrent des contenus ou détectent des émotions vont rentrer très rapidement dans des niveaux de risque très élevés avec tout un ensemble de contraintes. Il y a aussi une question qu'on connaît bien en psychologie qui sont celles des biais, mais je pense que je passerai dessus. Il y a, pour vous laisser aussi avec quelque chose, un outil d'accompagnement éthique que j'avais fait il y a quelques années avec plusieurs personnes. Et notre but était d'essayer d'outiller un peu plus les psychologues sur si je pense à utiliser l'intelligence artificielle, quels sont les risques que je dois avoir en tête. Et c'était bien avant les cadres déontologiques qui aujourd'hui ont un peu plus grandir. Et c'est ce que la PPE a fait déjà très bien, mais on voit qu'il y a un besoin de formation gigantesque. Et dans notre institut FARI qu'on a fondé il y a 5 ans, on voit des demandes de plus en plus pressantes de se former sur l'IA, mais aussi sur sa régulation, ses textes de loi, et essayer de comprendre. Et on voit un désir des gens d'utiliser l'IA à bon escient, de façon éthique et responsable. Et la formation doit encore prendre le rythme, même si on voit l'offre se diversifier, il y a encore beaucoup de travail. Et aussi, il faut qu'il y ait des formations de plus en plus par secteur, parce que les enjeux de la psychologie ne sont pas ceux des sciences de l'environnement, ne sont pas ceux du secteur de la comptabilité. Et donc, il faut vraiment aussi avoir de plus en plus de contenu adapté. Je pense on a aujourd'hui une perspective quand même finalement assez contrastée sur l'utilisation de la psychologie et sur la place de l'intelligence artificielle en psychologie. On a de plus en plus de données sur nous et on voit encore beaucoup d'utilisation des données collectées sans notre consentement. Et on voit de plus en plus de systèmes aussi de détection, par exemple, des émotions, d'intervention qui mérite beaucoup plus de réflexion en amont et d'intervention de professionnels de santé. Donc, si je dois finir sur un message, c'est j'espère que voilà, parmi vous, si on vous propose de faire partie de task force ou de groupes de travail sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans vos professions, dans vos institutions, vraiment faites-le parce que plus on est précis, plus on travaille aussi sur comment l'intégrer de façon responsable dans nos organisations plus on va être en mesure d'avoir voilà, une utilisation à bon escient de l'intelligence artificielle. Voilà, c'était finalement ma présentation pour aujourd'hui. Donc, avec la place importante que la psychologie prend aujourd'hui, il y a encore voilà, tout un ensemble de ressources qu'on doit mettre en place. Et j'espère vous avoir montré aujourd'hui quelques-unes des réflexions, pistes de discussion éthique aussi sur la question. Merci beaucoup, Karl. Effectivement, c'est un sujet passionnant et c'est vrai que je pense on en entend parler pas spécialement dans notre domaine, donc c'est hyper intéressant d'en entendre parler dans le domaine de la psychologie que tu connais bien et de prendre conscience effectivement que tout ça est très interrelié et effectivement que même sur les aides que ça pourrait apporter. Il y aurait plein de choses, etc. Mais évidemment, c'est vrai que je me posais la question en t'entendant de comment est-ce que ces cadres-là, alors il y en a de l'Union européenne, mais tu parlais d'autres cadres qui se faisaient, comment est-ce que ces recommandations, elles peuvent enfin, avoir un impact à l'heure où effectivement on a l'impression que ces technologies se développent surtout pour des intérêts qui sont pas forcément éthiques, même sur la question de créer une conscience artificielle, tout ça, c'était compliqué quand même. Oui, non, complètement. Mais j'ai vu un après et avant de ChatGPT assez intéressant. C'est quand on parlait d'intelligence artificielle, notamment auprès des professionnels de santé. Je me souviens de premières discussions en 2013-2014 où en travaillant pour l'État français sur par exemple l'utilisation de jeux d'argent en ligne sur les données, on voyait que pour les gens techniques ça allait, mais dès qu'on allait vers les professionnels de santé, on avait des perceptions assez contrastées sur l'intelligence artificielle qui n'étaient pas forcément basées sur l'expérience. Les gens n'avaient jamais interagi avec des systèmes d'intelligence artificielle, ne l'avaient jamais utilisé. Et même si ChatGPT est un exemple d'intelligence artificielle, ou d'utilisation. À partir du moment où l'utilisation des agents conversationnels a explosé, on a vu beaucoup plus de gens qui ont essayé, fait des tentatives, regardé, exploité un petit peu les outils pour leurs propres besoins,
pour leur famille, pour leur voyage, voire même dans un contexte professionnel. Par exemple, j'ai entendu pas mal de gens qui utilisaient pour nettoyer, par exemple, les bilans psychologiques. Pour l'orthographe, la grammaire ou pour les projets de recherche. Tout ça doit être encadré, bien sûr, et fait de façon sécuritaire. Mais on a vu des gens qui, d'un coup, avaient pris conscience par eux-mêmes du potentiel, des erreurs, des hallucinations possibles, des risques. Et donc, on avait des conversations beaucoup plus orientées sur, tiens, comment est-ce que je peux l'intégrer de façon vraiment bien cadrée dans ma pratique ou dans notre institution. Et les gens arrivaient avec une perception nuancée de l'outil, alors qu'avant, on était sur des débats peut-être quasi philosophiques souvent, qui sont nécessaires, mais qui répondent pas forcément à des questions pratiques de type est-ce que telle administration publique doit intégrer l'intelligence artificielle? Les réflexions philosophiques doivent être menées en amont, pendant, mais elles répondent pas aux besoins souvent des gens de répondre à la question très pratico-pratique. Donc voilà, j'ai eu quand même une forme d'espoir là-dessus, sur le fait qu'on observe de plus en plus de gens capables de voir les pour et les contre. Merci beaucoup. On va voir du côté de Katia et Théodore un petit peu vos réactions dans le public et vos questions, vos remarques. Chat plutôt timoré ce soir. On n'échappe pas évidemment à la question qui est passée évidemment. Même si je pense que tu vas l'éluder assez rapidement sur la menace de l'IA, sur l'avenir de la profession, avec une étudiante en psycho qui disait que sa prof de licence parlait de ça dans les 10 ans à venir. Mais il y a une chose qui était intéressante liée au chat ELISA que je vous ai montré au début. Euh, c'est possible pour des individus, sans poser de jugement, d'avoir une relation que eux jugent significative avec un système d'intelligence artificielle, aussi rudimentaire soit-il que ELISA l'était par rapport aux standards d'aujourd'hui. Et ça peut être même chez des gens qu'on jugerait très compétents, capables de réflexion critique, mais euh, un aspect qui a été très intéressant, notamment avec tous les agents conversationnels, les compagnons, etc., c'était de voir aussi que, au-delà de ne pas donner des conseils psy toujours très ajustés, de ne pas être un très bon thérapeute du point de vue professionnel, euh, du point de vue de la perception des patients ou des gens qui rencontrent des professionnels de santé et qui racontent comment ils utilisent ça, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont une utilisation, si elle est faite à bon escient, qui les aide un peu comme une forme de journal de bord ou de carnet où ils échangent un peu sur les émotions, ils les regardent aussi avec un regard distancié. Et encore une fois, on parle beaucoup d'agents conversationnels. Mais ça a été une réalisation intéressante de voir que pour les professionnels avec qui j'ai parlé, de psychologues par exemple qui rencontrent des adolescents qui utilisent ça, il y avait aussi, pas forcément une perception, c'est purement mauvais, il y avait aussi l'impression, peut-être que bien utilisé, bien limité à certaines heures, peut-être que ça peut être aussi quelque chose qui renforce un peu le travail thérapeutique qu'on fait. Donc ça a été une surprise pour moi de voir aussi chez des professionnels euh, une réalisation que c'était pas que le grand remplacement de leur profession, mais c'était aussi un complément. Pour autant, il faut être aussi très clair. Je suis sûr qu'on va voir l'émergence de beaucoup de systèmes un peu comme ça conversationnels qui ont une visée, voilà, d'être soit de la première ligne, soit de pouvoir essayer de répondre à des besoins quand des professionnels humains ne sont pas disponibles. Et dans un contexte où beaucoup de ressources sont de plus en plus coupées au niveau des services de santé, c'est sûr que ça peut paraître comme une solution de plus en plus entre guillemets facile et peu coûteuse, et on voit des sociétés s'engouffrer là-dedans. Oui. Ok, merci. Justement, plusieurs ont posé cette question de quelle serait une utilisation éthique et déontologique finalement de l'IA, parce que là on a aperçu quelques exemples, et puis dans le chat il y avait cette discussion, par exemple anonymiser, pas mettre d'informations sur les patients, relire évidemment tout ce qu'écrit l'IA parce qu'il y a beaucoup d'inventions. On le voit quand on l'utilise, même des inventions à partir de données, elle peut transformer les chiffres, etc. Donc, est-ce qu'il y a des petites choses concrètes qu'on pourrait donner aux psychologues sur une utilisation éthique responsable? Bah, sur, par exemple,
L'utilisation dans les lignes d'écoute, on voit dans les lignes d'écoute ou les services de chat en prévention du suicide, j'ai pu observer des vrais efforts concertés de développeurs avec des professionnels de santé pour essayer d'avoir des systèmes qui viennent en complément du travail de l'intervenant, identifier des risques dans les conversations, les contextualiser, qui viennent pas se substituer ou poser des diagnostics à la va-vite. Et on voyait une vraie réflexion éthique aussi autour de ça. J'ai vu du travail, par exemple, qui a été fait aux Pays-Bas ou au Danemark, très avancé et qui répond quand même à un besoin des lignes d'intervention où le temps est souvent vraiment essentiel, être en mesure de répondre à beaucoup de demandes, à beaucoup de messages. Il y a une vraie pression sur des intervenants humains quand c'est via des canaux comme les chats. Donc j'ai trouvé qu'il y avait ici un travail qui a été bien mené, bien mesuré autour de ça. Après, sur des utilisations dans un contexte, par exemple, de soins cliniques ou thérapeutiques, j'ai vu beaucoup d'utilisations assez créatives, mais des outils d'IA générative. Mais je pense que c'est un effet évidemment à cadrer très fort. Ma crainte principale, c'est aussi ces données sont souvent stockées et gardées sur des serveurs qui ne sont pas et qui répondent pas aux critères par exemple de serveurs de santé. Donc, on voit pour moi qu'il y a une crainte, en tout cas, oui, de vie privée, de bris du secret un peu médical, de confidentialité. Euh, et ça en va pour beaucoup de choses qu'on fait sur Internet, mais quand on parle d'états où les gens sont très vulnérables, c'est encore plus inquiétant. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Pardon. Et du coup, sur des perspectives de développement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles qui sont travaillées dans ton laboratoire d'application justement de l'IA dans le domaine de la psychologie? Donc, Il y a quelques travaux, mais... dans mon laboratoire, pas récemment. Par contre, on a beaucoup travaillé il y a quelques années sur, par exemple, la détection des comportements suicidaires sur les quais de métro. Et c'était une étude qui n'était pas basée sur l'intelligence artificielle, mais une extension de ce travail qui a été faite là dans les 3 dernières années dans le centre de référence en prévention du suicide dans lequel je travaillais. C'était de l'intégrer dans un système de reconnaissance d'images pour pouvoir analyser des vidéos en live sur les quais de métro et repérer. Et ils ont fait quelque chose que je trouve très rare et vraiment très chouette, c'est qu'ils l'ont mis aussi en accès libre. Donc, il n'y a pas de retombées économiques qu'ils recherchent. Ils avaient travaillé ça avec la Société des Transports de Montréal pour leur métro. Euh, et j'ai trouvé voilà, que c'était une des utilisations très intéressantes en plus de ce qui se fait dans les lignes d'écoute. Mhm. Sur les utilisations plus futuristes, j'ai vu quelque chose sur, à mesure qu'on irait vers des voyages spatiaux, j'ai vu des utilisations intéressantes, un peu futuristiques, mais faites par des chercheurs très sérieux au Canada notamment et aux États-Unis sur est-ce qu'on pourrait concevoir des psychologues virtuels qui interviennent dans des endroits où il y a zéro connexion, zéro possibilité d'interaction avec des humains. Donc pas besoin d'aller sur Mars pour ça, mais on voit qu'il y a une grosse réflexion sur qu'est-ce qui fait l'essence d'une relation thérapeutique, comment est-ce qu'on peut la transférer dans un système qui interagit avec l'humain, qui prend en compte des émotions, par exemple avec des informations visuelles, à partir de la voix, à partir de ce qui serait écrit, qui essaie de le traduire ensuite en hypothèse diagnostique, ou simplement en interaction qui doit être constructive pour la personne en face. Euh, et à mesure que l'IA s'est beaucoup développée, on voit que ces utilisations deviennent comme ça de plus en plus sophistiquées. Sans parler de remplacement, elles viennent vraiment questionner aussi bah, nous, notre rôle et comment est-ce qu'on veut comme psychologue s'inscrire dans ce développement de tous ces systèmes et nouveaux outils. Alors, ça répond en partie à une question que j'avais, si l'IA pouvait contribuer finalement à démocratiser l'accès aux soins ou au contraire creuser les inégalités, parce qu'on voit aussi euh, qu'elle peut renforcer certains stéréotypes. Alors, je ne sais pas si c'est en train de s'améliorer, mais avoir tendance à finalement les biais. C'est une diapo qui est passée assez vite. Voilà, donc c'est peut-être une question plus philosophique, je ne sais pas, mais si vous avez un avis sur la question. Oui, euh, c'est
on parle de dilemme éthique, et un dilemme éthique, c'est évidemment l'idée qu'il va y avoir des comptes qui sont mis dans la balance, et le dilemme va être aussi la question de savoir vers quoi on et qu'est-ce qu'on tranche. Je parlais du fait que voilà, il y a de plus en plus voilà, d'outils qui sont mis à disposition des individus. Et je pense qu'il y aura, avec ce que OpenAI disait un petit peu sur on essaie de faire mieux le triage et de renvoyer vers les professionnels, on voit aussi que bien entraîné avec des données bien contraintes et des bonnes sources d'informations, ces systèmes d'intelligence artificielle pourraient être aussi en mesure de donner, par exemple, des informations d'autogestion en matière de santé mentale, sur comment gérer son anxiété, comment gérer ses phobies, mais aussi des conseils pour renvoyer directement vers les ressources appropriées. Et il y avait un système qui s'appelait WooBot, fait par Stanford déjà il y a quasiment 10 ans, qu'ils ont continué à essayer de sophistiquer, qui est vraiment entraîné par des professionnels, dont les données qui le nourrissent sont des données par des professionnels issus de sources fiables, vérifiées. Et je pense qu'en matière de première ligne d'information, ça peut être tout à fait valide et intéressant comme complément. Et encore une fois, ce qui va être dans la balance, c'est dans un contexte où beaucoup de services de santé mentale, notamment, sont coupés dans le vif. Si c'est fait en remplacement, je crois qu'on doit vraiment se questionner sur, oui, sur le rôle dans ce cas qu'on donne à l'IA. Ok. Petite question un peu plus pratique. Alors c'est plus pour la psycho, enfin c'est pour la adulte, mais un peu général. Tu as vu des travaux de recherche sur l'intérêt des outils d'IA pour les programmes de psychoéducation? Est-ce que c'est plutôt un appui ou est-ce que ça peut être plus complexe pour les Non, patients je avec des troubles psy un peu plus marqués? Non, j'ai pas vu. J'ai vu encore comme cette psychose de l'IA, des discussions sur quels seraient les risques chez des Oui. personnes atteintes de troubles de santé mentale sévères, mais pas en psychoéducation. J'ai vu beaucoup de tentatives de l'utiliser pour justement délivrer de l'information et Oui. autres, Ah oui, mais j'ai pas beaucoup plus de connaissances. d'accord. Il y a encore, on va peut-être prendre encore une ou deux questions. Alors, il y en avait sur la formation. Comment former les psychologues en France, parce qu'on sait qu'il y a de la formation en Belgique, mais en France, est-ce que ça existe? En matière d'intelligence artificielle, Je- pour les psychologues, c'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre. Mais j'ai vu, et on travaille dans beaucoup de projets européens en recherche avec des partenaires français, par exemple dans le secteur social et solidaire. On a un projet qui s'appelle Digi7 où on a fait des formations à des gens qui travaillent dans des organisations voilà, de l'économie sociale et solidaire, dont certaines qui travaillent en matière de la santé, santé mentale. Et on a fait des formations d'introduction très générale à l'IA. Et d'ailleurs, pour ce secteur, je pense que ça fonctionne aussi pour tout un ensemble de professions. Les valeurs, voilà, étaient au premier rang. Les gens se questionnaient tout de suite sur, on nous dit qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle, mais comment le faire de façon respectable, en gardant aussi les valeurs du domaine dans lequel c'est intégré. Il y avait beaucoup de choses qui remontaient, comme par exemple des inquiétudes aussi sur la vie privée, les données. Donc c'était une expérience très intéressante qu'on a eue. Mais je ne connais pas comme ça de formation pour les psychologues en matière d'intelligence artificielle. Sera peut-être en cours à la PPEA, En tout- un projet en tout cas. Oui. Il y a beaucoup d'universités qui commencent aussi à intégrer l'IA dans les cursus de psychologie. Malheureusement, c'est pas encore très développé. Et on voit beaucoup de gens qui ont les compétences, qui sont en psychologie, font de l'analyse quantitative et qui vont jusqu'à l'IA. Mais dans les cours, ça se traduit pas encore beaucoup. Effectivement, on peut bien imaginer aussi que même pour les résultats de recherche, dans la recherche en psychologie comme partout, l'IA pourrait avoir un intérêt quant à creuser des sujets un peu plus ou ce genre de choses, d'aller chercher des choses que spontanément un chercheur va peut-être pas avoir ou des choses comme ça, Ouais, quoi. tout à fait. Et si j'avais juste une faveur à demander, si c'était possible
d'aller à la slide précédente, à la dia précédente. Je l'ai passé pour revoir de. Voilà. Je Trop voulais vite. juste remercier voilà, toute la PPEA et comme je le disais, c'était une longue aventure qui a commencé en 2006. Je mets ici quelques photos de compagnons de route, dont certains que vous connaissez et que vous voyez à l'écran. Donc un très grand merci à toute l'équipe, à Katia, Théodore, Vincent et je salue voilà, toute l'équipe de la PPEA et je vous remercie aussi dans le public voilà, d'être venu pour ce soir. Merci, merci à toi. En tout cas, c'est un Merci thème beaucoup. très Ouais, intéressant. Et, beaucoup de remerciements dans le chat. Oui. de toute façon, on t'enverra évidemment les retours, les retours du chat. Voilà, il y aura. J'en conclus surtout sur le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 4 novembre à 18h. Les inscriptions ouvriront à partir du vendredi de la semaine précédente, donc le 25 octobre de la semaine précédente. D'ailleurs, je crois que c'est... oui, non, ce sera même un petit peu avant ça. C'est une erreur de ma part. Ce sera le vendredi qui est juste avant. C'est pas le 25 octobre, mais le vendredi précédent encore. Ce sera le 4 novembre. Vendredi, Ça le fera 17. si c'est ça, le 24, si je dis pas de bêtises, puisque c'est le Ah 30, ouais, ok. le vendredi précédent. Autant pour moi. Donc, il concernera la dépression chez l'enfant et on accueillera Pauline Drec et Georges Cognier qui viendront nous en parler. Voilà, n'hésitez pas à venir vous inscrire nombreux et nombreux à partir du 25 octobre sur le site de la BPEA. Comme d'habitude, vous savez que ce webinaire est enregistré, donc sera rediffusé à partir de demain sur notre page YouTube et sur le site de la PPEA. Vous pourrez également accéder au PowerPoint de Karl Maria avec les liens, puisqu'il y a des gens, je sais que j'ai vu qu'il y avait des gens qui demandaient qu'on remette certains liens visuellement. Donc voilà, vous pourriez accéder, aller accéder à toutes ces références. J'ai vu que tu avais aussi mis pas mal de liens hypertextes sur lesquels on pourra retrouver les informations. Donc c'est très bien. Eh ben, je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute et puis on vous dit à très bientôt. Merci pour votre écoute et puis bah, maintenant, après les vacances, bonnes vacances à toutes et à tous si vous en prenez. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.